Je proposerais bien à Catherine et à Vincent de revenir dans la discussion et peut-être, il nous reste voilà un peu moins de 10 minutes, peut-être vous exprimer sur ce qui vient d'être dit, sur l'ensemble de la discussion. Voilà, si vous avez tout, l'un ou l'autre, un commentaire, une remarque, Vincent peut-être. Ouais, bien sûr, j'en aurai plusieurs. Merci beaucoup pour ces échanges très intéressants. Et bah, qu'est-ce que j'ai relevé? Bah, par exemple, ouais, je me souviens d'avoir effectivement beaucoup vu apparaître ces pyramides de preuves. Alors, c'était plutôt en début de crise, lors des premières interventions de Didier Raoult, et je suis complètement d'accord qu'il y avait autre chose à dire que ça. Moi, je me suis interrogé en fait en tant que philosophe des sciences. Comment je pourrais m'exprimer? Je sens qu'il y a quelque chose qui marche pas, qui va pas avec ce que nous présente Didier Raoult, mais je sentais que c'était pas cette pyramide qu'il fallait apporter. En fait, vous l'avez très bien dit. Le problème, c'était pas où est-ce que ça se situe dans la pyramide de niveau de preuve, c'est que c'était mauvais. Et, et c'était pas à des philosophes des sciences, bien sûr, de dire que c'était mauvais. C'était aussi bien à des journalistes qu'à des philosophes des sciences de dire attention, les scientifiques considèrent que que cet article suit pas enfin, a pas des standards terribles. Il y avait une question qui me tenait à cœur, une autre question de Sophie Quinton. Je vais essayer d'être bref, je remonte un petit peu dans le chat, mais c'était sur les interactions entre comment proposez-vous de recréer ce lien entre chercheurs et société et de former les chercheurs à cela? Parce que c'est vrai que c'est une question, moi aussi, qui me paraît très importante, très fondamentale. Et puis, enfin, moi qui me touche parce qu'avant d'être philosophe, j'étais scientifique. J'ai commencé par faire des maths. Et en fait, rétrospectivement, je trouve quand même ça incroyable qu'à 18 ans, en première année de fac de maths, on se retrouve à faire 100% enfin 100% des cours, 100% du temps passé à se former. En ce qui me concerne, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, c'était des maths. Enfin, il y avait 80% de maths et 20% de physique très mathématique, mais en tout cas, enfin, quand on parle de tour d'ivoire, voilà, ces images d'Épinal, hein, un petit peu autour de la recherche, il y a quelque chose de vrai aussi, parce que si à un si jeune âge, on se retrouve dans un monde déjà tellement clos, je crois que c'est le début d'un vrai problème. Alors, j'aurais une réponse à apporter parce que j'ai passé 2 années aux États-Unis et donc j'ai vu comment ça se passait ailleurs et ça m'a beaucoup plu. C'est une solution très simple en fait. Hein, c'est vous mélangez un petit peu plus. Vous faites pas en sorte qu'à 18 ans, les gens ne fassent plus que de la biologie, ou plus que de la médecine, ou plus que de la physique, ou plus que des maths, ou plus que de la philo d'ailleurs. Hein, c'est vrai dans l'autre sens aussi. C'est aussi néfaste. Et donc alors, c'est pas seulement l'intérêt d'avoir des scientifiques qui seraient formés à la sociologie ou à la philo. C'est un intérêt, mais c'est pas le principal. Mais simplement le brassage que ça fait. C'est que vous avez jusqu'à l'âge de un peu plus loin, jusqu'à 22, 23 ans, des gens qui sont formés dans le supérieur de manière croisée. Vous avez des architectes qui suivent le même cours que je sais pas, des gens dont le parcours principal est en physique ou en philo. Et ça se croise et ça se brasse, du coup, ils restent amis, enfin, il y a du lien, là, vraiment. Enfin, je pense que ça répond un petit peu à la question. Moi, je l'ai vraiment senti, en tout cas, sur place, qu'il y avait un lien beaucoup plus fort entre des étudiants au parcours a priori complètement différent et qui pouvaient éventuellement se maintenir par la suite. Alors, moi, là-dessus, je vais répondre sur un point. Dans mon exposé, c'est un peu ce que j'ai dit. Je pense qu'il y a une vraie réponse institutionnelle à ça. On ne peut pas balancer des chercheurs tout seuls dans le débat public. D'ailleurs, une réponse institutionnelle qui a d'autant plus failli quand le directeur du Haut Conseil à la santé publique au Sénat a dit ah, moi, quand j'ai vu la difficulté de communiquer, j'ai arrêté de communiquer. Quand j'ai vu la violence des débats, j'ai dit qu'on a arrêté de communiquer, ce qui était, je pense, une erreur. L'autre chose, c'est que donc moi, je suis au sein de l'association des journalistes scientifiques et
d'ailleurs, le CNRS est assez sur la même ligne que nous, et d'ailleurs, je leur tire mon chapeau pour ça parce que c'est pas le cas de tout le monde. On a cette idée de, au plus possible, se faire rencontrer en direct les chercheurs et les journalistes. Donc le CNRS, dès qu'il y a une crise, ils envoient à toutes les rédactions une liste avec, quand le chercheur est d'accord, le numéro de portable du chercheur, de leurs experts sur le sujet. Et ils l'ont fait plusieurs fois pendant la crise Covid. Et nous, au sein de l'association, on organise des visites de laboratoire, on organise des échanges avec un journaliste qui passe une semaine dans un labo, un chercheur qui passe une semaine dans la rédaction. Et on organise des petits déjeuners off où voilà, on prend un thème, on met 2 chercheurs sur ce thème, les journalistes qui sont intéressés, tout le monde dans une brasserie pour un petit déj. Et on discute librement sans aucun article écrit derrière. Mais voilà, l'idée, c'est au plus possible de faire des contacts directs entre chercheurs et journalistes. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Très bien, merci. Est-ce que Catherine, tu veux dire un mot pour peut-être terminer ou pas, hein, c'est pas une obligation si tu veux réagir. Non, mais moi j'étais très contente de ce que j'ai entendu sur la communication par les scientifiques. Moi je pense que quand même, bien sûr, il y a la question de la capacité à se faire comprendre directement, mais je pense que c'est quand même très lié avec la question de la réflexivité et la responsabilité sur qui est associé au discours que l'on va porter. Voilà. Et que trop souvent, il y a peut-être parce qu'il y a cette image des scientifiques experts qui sauraient délivrer les données d'une science faite. Quand on prend la parole comme scientifique, on a du mal à mettre en avant les limites de nos savoirs, les questions qu'on a, les doutes, tout en étant clair. Parce que c'est une gageure, il faut quand même le dire. Mais je crois vraiment que... parce que en parallèle, il y a quand même pas mal de média training, de choses comme ça qui nous sont proposées quand on est dans la recherche et qui confinent parfois un peu à la stratégie de com, quoi. Et il y a un moment donné, avec un ancien directeur de l'INSERM, on nous avait expliqué aussi qu'il fallait qu'on arrête de parler de façon cacophonique, qu'il fallait que les chercheurs soient capables de porter la parole de l'institution. Alors, je veux bien qu'on ait une responsabilité en tant que membre de l'institution pour pas dire n'importe quoi, je trouve ça même très important, mais de là à porter une parole qui serait figée, on ne serait plus dans la recherche, on ne serait plus dans la science. Donc, la question, c'est que c'est un exercice difficile et que la formation, c'est l'entraînement, mais c'est aussi le fait de pouvoir anticiper un minimum le type d'effet de la parole que l'on peut porter. Voilà. Sans chercher à contrôler, mais avoir une capacité à se projeter, à projeter l'effet de ce qu'on raconte. Et pour moi, ça passe plus que par du média training, même si on peut en faire un petit peu, par une formation un peu plus généraliste sur les sciences, leurs histoires et leurs effets, qui, de mon point de vue, sont complètement sous-enseignés aujourd'hui. Et je considère que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut absolument revenir. Et c'est la responsabilité des institutions. Et encore une fois, je suis d'accord, je l'ai dit tout à l'heure, mais je voudrais refaire, c'est que le fait de considérer les responsabilités individuelles, mais aussi et surtout les responsabilités institutionnelles dans ces affaires. En même temps, les institutions de recherche sont politiques. Alors ça, je ne sais plus, il y a eu un commentaire là-dessus aussi dans le chat qui dit on a passé par les politiques. Je suis d'accord, les enjeux sont profondément politiques. J'ai essayé de le dire un peu dans mon intervention. Mais les institutions sont aussi portées par des chercheurs. En partie, enfin en grande partie même. Donc la responsabilité des institutions, on la porte aussi en tant que chercheur. Chacun à notre niveau de pouvoir, bien sûr. La responsabilité est proportionnelle à ça. Oui, ça a été remarqué et soulevé par Olivier Monod. La recherche scientifique reste encore un domaine qui est piloté, administré entièrement, en tout cas dans les décisions et dans les orientations, par des chercheurs eux-mêmes. Hein. Et donc souvent, il y a une forme de servitude volontaire à des chercheurs, ça a été dit aussi par Catherine, sur des modèles en fait qui sont contre-productifs. Donc c'est intéressant de souligner cette marge de liberté que nous avons, aussi de nous-mêmes donner une image de la science plus désirable, peut-être aussi plus cohérente et plus fiable par nos pratiques concrètes de chercheurs. Nous avons encore cette liberté-là. Voilà, merci beaucoup à tous les trois. Il
est temps de s'arrêter. 2 heures de visioconférence, ça vaut 4 heures de... Il paraît qu'on dit ça, 4 heures de présentiel. On a fait en sorte que ça soit le plus chaleureux possible. Je ne sais pas si les 41 personnes qui restent dans la salle virtuelle ont senti cette chaleur, mais en tout cas, moi, j'ai senti qu'il se passait quelque chose entre les intervenants et qu'il y a un commun qui en tout cas, a émergé sur cette analyse on va dire provisoire de l'état de la science en temps de pandémie. Voilà, donc merci beaucoup aux 3 intervenants d'avoir pris ce temps-là. Merci à tous d'avoir aussi posé vos questions et participé. On se retrouve pour la prochaine séance, qui sera la 4e séance, le 7 février, avec donc le thème qu'on va approfondir et qu'on a commencé à traiter ce soir, de la communication scientifique. Voilà. Voilà, merci beaucoup à tous et on clôt cette séance. À très bientôt.